Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient en atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé.
Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Enki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des seconds et premiers siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse Terre du Jaguar Blanc, une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtún, tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac Balan, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle, ils y préservèrent leurs traditions, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leur porte. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sac Balan.
Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas, elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sacbalan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sacbalan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au rio Lacantún, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses, mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sacbalan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de Lacamtún. Mais Sacbalan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'1 siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sacbalan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégées par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 km de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque, présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet. L'eau douce et les terres cultivables faisèrent défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapotèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg.
Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert. Avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjet, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjet. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux. Au fil du temps, les archéologues ont mis au jour une foule de trésors sur les pierres runiques. Malédictions, poèmes, formules magiques protectrices, et même des querelles d'héritage. Pourtant, un artefact norrois récemment exhumé, nommé pierre de Svingerud, ne porte qu'un seul mot. Cela peut sembler bien fade, mais détrompez-vous, il s'agirait peut-être de la plus ancienne pierre runique jamais découverte. Près de 2 millénaires d'existence, et ce n'est pas tout. Les fouilles se poursuivent, et selon ce que l'on découvrira ensuite, elles pourraient révéler des secrets et éclairer le véritable sens de ces mystérieuses runes magiques. Voyons à présent jusqu'où l'on peut réécrire l'histoire connue avec un simple mot gravé dans la pierre. Il y a fort longtemps, durant les premiers siècles de notre ère, les Scandinaves croisèrent la route des Romains. Ils échangèrent des biens comme le verre ou l'argent, et peu à peu, les coutumes romaines, y compris l'usage de l'écrit, s'implantèrent au nord. Les peuples nordiques, séduits par l'alphabet romain, désiraient néanmoins disposer de leurs propres signes. C'est ainsi qu'ils mirent au point un système original de caractères, qu'ils baptisèrent runes. Près de 20 siècles plus tard, en 2021, des archéologues exploraient un site funéraire de l'âge du fer aux abords du village de Svingerud, à l'est de la Norvège. Parmi les sépultures à crémation, ils mirent au jour une dalle de grès rougeâtre destinée à devenir un élément central d'une découverte archéologique majeure de Norvège. D'une taille comparable à celle d'une table basse, la pierre mesure un peu plus de 30 cm de large. Elle fut exhumée aux côtés de restes calcinés et de charbon, éléments caractéristiques d'une ancienne tombe cinéraire. Les runes qu'elle porte, gravées de manière grossière et peu profonde, semblent avoir été tracées à l'aide d'un objet pointu, tel un couteau ou une aiguille. Les pierres runiques ne sont pas rares,
et les archéologues ont souvent l'occasion d'en mettre au jour, en particulier dans cette région. Toutefois, les analyses indiquent que tant le site funéraire que les inscriptions gravées sur la pierre remontent probablement à une période comprise entre le 1er et le 3e siècle. Cela nous situe bien avant l'ère viking, officiellement amorcée aux environs de l'an 800, ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages fiables de l'écriture scandinave. À première vue, ces gravures évoquent soit des symboles mystiques destinés à solliciter l'aide des divinités nordiques, soit de simples entailles désordonnées tracées par un homme furieux frappant la pierre. Pourtant, il s'agit bien de lettres authentiques, maladroites, certes, mais volontaires. Ce système d'écriture ancestrale était utilisé par les tribus germaniques établies en Europe du Nord. On le retrouvait gravé sur du bois, des os ou de la pierre. Les signes, aux formes droites et anguleuses, s'expliquent par la difficulté à tracer des courbes avec les outils rudimentaires de l'époque. Au contact de l'Empire romain, les tribus germaniques n'empruntèrent pas simplement les lettres latines. Elles s'inspirèrent du principe même de l'écriture et conçurent leur propre système. Cet alphabet originel fut nommé Futhark ancien. Il comportait 24 caractères, retrouvés sur des objets datant approximativement du 2e au 8e siècle de notre ère. Ce nom vient de ses 6 premières lettres, F, U, Th, A, R et K. Chaque rune possédait probablement un nom reflétant le son qu'elle représentait. Ainsi, la rune associée au son A s'appelait Ansuz. Cependant, nul contemporain ne nous a laissé de guide expliquant ces noms. En vérité, la capacité à les lire fut perdue durant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1865, le linguiste norvégien Sophus Bugge les déchiffre, en recoupant divers indices. Il étudia les alphabets runiques postérieurs ainsi que des poèmes anciens faisant mention des runes, à la manière d'un enquêteur reconstituant un portrait à partir de témoignages épars. Pour de nombreuses runes, notamment les plus anciennes du Futhark ancien, le sens demeure incertain et sujet à débat. Elles n'étaient pas connues du grand public, comme en témoigne le fait que seules environ 350 inscriptions nous soient parvenues. Ce manque de diffusion évolua lorsque le proto-norrois se transforma en vieux norrois, la langue des redoutables vikings. L'alphabet fut alors simplifié. Les 24 runes initiales furent réduites à 16, donnant naissance au Futhark récent, bien plus largement utilisé. Les runes n'étaient point pas destinées à la rédaction d'ouvrages ou à la tenue de chroniques quotidiennes. On les retrouvait gravées sur des pierres tombales, des armes ou divers objets usuels. On estime qu'elles servaient à marquer une possession, honorer un défunt, transmettre un message succinct ou encore offrir une protection magique. À leur début, certaines runes revêtaient sans doute une valeur spirituelle ou rituelle particulière. Un aspect fascinant des pierres runiques réside dans leur usage fréquent à des fins d'autopromotion ou de vantardise. Un peu comme un ancien statut publié sur un réseau social, mais gravé dans la pierre. L'un des exemples les plus parlants est une pierre du XIe siècle commandée par un certain Wigmund, qui s'y désigne lui-même comme « le plus malin des hommes ». Il précise même qu'il était capitaine de navire et s'est assuré que nul n'ignore ses faits de son vivant. Dans le poème norrois Havamal, Odin raconte s'être suspendu à l'arbre du monde durant 9 nuits, transpercé d'une lance afin d'acquérir la connaissance des runes. Cela illustre la puissance mystique que l'on attribuait à ces signes. Il n'est donc guère surprenant que le mot « rune » dérive d'un terme proto-germanique signifiant « secret » ou « murmure ». On dit souvent que les mots détiennent un pouvoir, et pour les anciennes tribus germaniques, ce pouvoir revêtait une véritable dimension magique. Voilà pourquoi il importe de savoir à quel moment cette magie est née, et la pierre de Svingerud peut nous éclairer, car il ne s'agit pas seulement de connaître la date de son inscription, mais aussi d'en comprendre le contenu, l'emplacement et le contexte. Le lieu de sa découverte constitue déjà un site archéologique majeur, renommé pour ses trouvailles remarquables, notamment le célèbre casque de Geirmundbu, seul casque viking jamais retrouvé en Norvège. La pierre avait été déposée dans une fosse de crémation, aux côtés des restes d'un adulte et de quelques effets personnels. Grâce à l'analyse du charbon et des fragments osseux, les chercheurs ont pu déterminer son ancienneté, en recourant à la datation au radiocarbone. La pierre de Svingerud n'est nullement le premier artefact nordique ancien portant des runes découverts par les archéologues, loin de là. Les gens gravaient autrefois des runes sur divers objets du quotidien. Peignes, bijoux, couteaux. Certains spécimens pourraient même être d'un âge comparable,
D'autres fragments comportent également des runes, mais sont souvent brisés, dispersés ou impossibles à dater précisément. Toutefois, la datation au radiocarbone a permis de confirmer que la pierre de Svingerud constituait à ce jour la plus ancienne pierre runique connue. L'inscription qu'elle porte suggère une fonction rituelle et peut-être même un message adressé aux défunts. L'inscription est brève, un seul mot, Idiberög. Son sens exact demeure inconnu. La portion la plus lisible mentionne Idibera, et la majorité des spécialistes estiment qu'il s'agit vraisemblablement d'un nom propre. Peut-être une forme génitive, signifiant d'Idibera ou appartenant à Idibera. Il pourrait donc s'agir du nom de la personne ensevelie ou de celui d'une figure honorée. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un prénom féminin, ce qui ferait d'Idibera la première femme connue à avoir été associée à l'écriture runique. Les chercheurs estiment aujourd'hui que la pierre de Svingerud appartenait à un monument plus grand. Ils ont mis au jour plus d'une douzaine de fragments de grès éparpillés parmi plusieurs tombes du site. Une fois assemblés en laboratoire, ces morceaux s'imbriquaient parfaitement, comme un puzzle, ce qui suggère qu'ils provenaient tous d'une même pierre dressée. Le fragment principal, comportant l'inscription, fut découvert dans une sépulture, tandis que d'autres pièces similaires reposaient dans des fosses de crémation voisines. Les archéologues pensent que la pierre fut brisée, puis réutilisée dans le cadre d'un rituel, peut-être dans le but de relier symboliquement différentes personnes ou générations inhumées sur place. Au lieu de signaler une seule sépulture, elle aurait d'abord servi de mémorial, avant d'être redistribuée dans d'autres tombes comme geste rituel. Certains avancent même que ces runes auraient été gravées par des individus distincts à différentes époques. Modeste en apparence, la pierre de Svingerud n'en demeure pas moins un jalon essentiel. Étant la plus ancienne pierre runique connue dans un contexte archéologique sécurisé, elle pourrait éclairer les origines mêmes de l'écriture dans le nord de l'Europe. Cette découverte norvégienne montre que les runes étaient déjà associées au rituel, à la mémoire, et peut-être aussi aux femmes. Et si elles ne constituent qu'un fragment d'un monument plus vaste, alors ce que nous en connaissons n'est qu'un aperçu. De tels artefacts redéfinissent notre compréhension de la période pré-viking, et avec un peu de chance, d'autres pierres suivront, peut-être même l'œuvre d'une autre femme graveuse de runes. Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité.
Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient de cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le XIXe siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Ammon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice.
Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un monument célèbre en ne ressentant que de l'ennui? Par exemple, la fois où vous avez grimpé jusqu'au sommet de la Tour Eiffel? Eh bien, sachez qu'à quelques rues se dresse un autre monument, et que celui-ci vous aurait époustouflé. Caché en plein jour sur la place de la Concorde, un obélisque égyptien vieux de 3300 ans cache certains des plus juteux secrets du pharaon Ramsès II. C'est exact, des messages gravés dans la pierre, et tout ça littéralement sous votre nez depuis toujours, sans que vous n'en sachiez rien. Non, ceci n'est pas un épisode de la série Trésor perdu. Nous sommes dans la réalité, et il a fallu un Indiana Jones de chair et d'os pour déchiffrer ce code secret. Alors, plantons le décor. Vous avez probablement déjà vu ce bloc de pierre, n'est-ce pas? Atteignant les 23 mètres de hauteur, ce pilier massif en granit vient de Luxor, en Égypte, et se dresse au cœur de la capitale française depuis 1836. Il est couvert de hiéroglyphes, et pendant des années, tout le monde a cru que nous les avions déjà déchiffrés, que le mystère était entièrement résolu. Voici Jean-Guillaume Hollette-Pelletier, un égyptologue français et expert en cryptologie qui murmure à l'oreille des monuments à ses heures perdues. En gros, si Indiana Jones troquait son fouet contre des lunettes de lecture et des jumelles, vous obtiendriez ce gaz-là. Il a un passe-temps assez inhabituel. De temps en temps, il se rend au pied de l'obélisque et lit les hiéroglyphes, pour le plaisir. Oui, il peut les lire couramment. Et vous, quel est votre passe-temps favori? Jusqu'en 2021, les experts croyaient que les inscriptions sur l'obélisque étaient dédiées au dieu Ammon, ou Ammon-Ré pour les intimes, et Horus, vous savez, le dieu du ciel à tête de faucon, avec des parents ultra célèbres, Osiris et Isis. Mais pendant l'une de ces petites séances de lecture, Hollette-Pelletier a remarqué quelque chose d'étrange. Certains des hiéroglyphes ne faisaient pas que chanter les louanges des dieux. Ils donnaient des indications, littéralement, vers l'entrée du temple de Luxor. Mais attendez, c'est encore plus intéressant avec un peu de contexte. Les obélisques d'Égypte n'étaient pas des éléments de décoration destinés à orner des jardins. Ils étaient généralement placés à l'entrée des grands temples, comme celui de Luxor. C'est là que celui dont nous parlons se trouvait à l'origine. Il symbolisait le dieu soleil, Ra, et était destiné à représenter un rayon de soleil figé dans la pierre. En gros, c'étaient des points d'exclamation géants et sacrés qui témoignaient de la connexion divine et du pouvoir du pharaon. Ramsès II en avait fait ériger 2 à l'entrée de Luxor pour honorer les dieux, et, bien sûr, pour se faire un peu mousser. Celui-ci fut expédié en France dans les années 1830 comme cadeau du gouverneur d'Égypte, Méhémet Ali,
rien à voir avec le boxeur, et il attendait depuis tout ce temps que quelqu'un s'intéresse à lui d'un peu plus près. Déplacer l'obélisque à Paris ne fut pas une mince affaire. Il pesait plus de 220 tonnes et dut être transporté sur un navire spécialement construit, appelé le Luxor. Quelle originalité! Le coût total du transport équivaut aujourd'hui à 19 millions de dollars. Fait intéressant, un obélisque identique se dresse encore à Luxor, ce qui permet aux chercheurs de comparer les deux structures lors de leurs études. C'est intentionnellement qu'on avait construit deux obélisques. Ils devaient guider l'œil et l'esprit vers des espaces sacrés. Heureusement pour nous, Jean-Guillaume a fait le bon choix en se penchant sur ce monument. L'obélisque était en cours de restauration pour les Jeux Olympiques. L'échafaudage était monté, lui offrant un accès rare jusqu'au sommet. Armé de jumelles et d'une échelle, il s'est retrouvé face à des parties du pilier que la plupart d'entre nous ne peuvent apercevoir qu'en plissant les yeux depuis la rue, tout en bas. Et c'est à ce moment qu'il a découvert quelque chose d'incroyable. Il s'avère que les anciens Égyptiens ne s'amusaient pas à graver des symboles au hasard dans la pierre. Ils avaient quelque chose de bien plus intéressant en tête, des crypto-hiéroglyphes. Il s'agissait d'une forme d'écriture spéciale, un code utilisé exclusivement pour les messages les plus sacrés. En gros, des émojis antiques réservés aux VIP. Tandis que les prêtres normaux pouvaient lire les hiéroglyphes normaux, les crypto-hiéroglyphes étaient réservés au cercle intime du pharaon. Aujourd'hui, seules 6 personnes sur Terre peuvent les lire couramment. Et devinez quoi? Notre ami Jean-Guillaume est l'une d'entre elles. Maintenant, les choses deviennent encore plus fascinantes. Normalement, les hiéroglyphes écrits sur des monuments se lisent de haut en bas et de droite à gauche. Assez simple. Mais Jean-Guillaume a un jour décidé de changer de méthode et de les lire horizontalement au lieu de verticalement. Il a alors commencé à repérer des motifs étranges, des phrases et des symboles qui étaient restés cachés à la vue de tous pendant près de 200 ans. Certains de ces messages étaient si habilement cachés qu'on ne pouvait les comprendre qu'en tournant autour de l'obélisque d'une manière très précise. Il appelle cela la cryptographie en 3D. Et oui, cet obélisque est comme un immense Rubik's Cube. Selon l'angle sous lequel vous le lisez, le message changera du tout au tout. Oui, l'Égypte ancienne a en quelque sorte inventé l'effet lenticulaire, bien avant que les cartes Pokémon ne le rendent populaire. Bien, alors, que dit le message? Heureux vous demandiez, ce ne sont pas simplement des notes concernant le passé. Ce sont des trésors politiques. Une inscription loue Ramsès II en tant que figure divine que personne ne pouvait détrôner. Une autre indique que le roi a fait des offrandes au dieu Amon, et pas parce qu'il était sympa, c'était une manœuvre politique importante. À l'époque, religion et pouvoir étaient totalement imbriqués. Du coup, exhiber sa connexion divine revenait à lancer une campagne de relations publiques. Sauf qu'au lieu de tweets, ils utilisaient des monuments de pierre de 200 tonnes. Ramsès II n'était pas un souverain ordinaire, soit dit en passant. Il a régné pendant plus de 60 ans et sa carrière a été aussi réussie que celle de Beyoncé. Il a gagné des batailles, ou du moins l'a prétendu, construit des villes, des temples et des statues de lui-même partout en Égypte, et il s'est déclaré Dieu vivant. Lorsqu'il a commandé ces obélisques, ce n'était pas simplement pour avoir des monuments, c'était pour communiquer sa propagande aux prêtres, aux nobles et aux dignitaires de l'époque. En fait, Ramsès II était si habile dans l'art de l'autopromotion qu'il se pourrait bien qu'il soit l'inventeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le rebranding. Il a revendiqué la victoire de la bataille de Kadesh, même si elle s'est terminée par une impasse, et a ensuite fait graver son triomphe sur les murs et les monuments de l'Égypte entière. L'obélisque de Luxor était une autre façon pour lui de renforcer ses pouvoirs divins chaque fois que quelqu'un passait et lisait son texte. Et voici la cerise sur le gâteau. Certaines de ces inscriptions furent placées de manière à être vues par les nobles qui arrivaient en bateau pour des festivités. C'est probablement la raison pour laquelle elles ne peuvent être lues que sous un certain angle. Du bas de l'obélisque, vous ne pouvez rien voir de significatif. Mais à un angle de 45 eaux, depuis les eaux agitées du Nil, vous voilà captivé. Imaginez-vous débarquant pour une célébration religieuse et apercevant ce texte immense gravé dans la pierre. Et vous, Ramsès a été choisi par les dieux, ne l'oubliez pas. Subtil? Pas vraiment. Efficace? Sans aucun doute. Certaines inscriptions sont même à double sens. Une ligne énonce par exemple le titre royal complet de Ramsès II, mais
Lue différemment, elle dit qu'il a la vie éternelle. C'est du branding de haut niveau. On l'entend presque dire « Regardez-moi, je suis toujours tendance après plus de 3000 ans ». Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que ce monument nous avait révélé tous ses secrets. Mais grâce à des passionnés et à leur patient travail, ainsi qu'à de nouveaux instruments, nous savons maintenant qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Les recherches complètes d'Olette Pelletier n'ont pas encore été officiellement publiées, mais ce qu'il a découvert bouleverse déjà ce que nous pensions savoir sur les monuments de l'Égypte ancienne. Bien sûr, tout le monde n'est pas encore convaincu. Certains érudits sont sceptiques, notamment quant à l'idée selon laquelle les nobles en bateau pouvaient réellement distinguer ces messages. Faire de la publicité dans l'Antiquité n'était pas simple. Même si votre panneau publicitaire mesurait 23 mètres de haut, il vous fallait quand même le bon angle et le bon public. Alors, la prochaine fois que vous serez à Paris en train de contempler l'obélisque tout en sirotant votre café au lait hors de prix, souvenez-vous, vous ne regardez pas simplement un presse-papier luxueux du 19e siècle. Vous vous trouvez devant une véritable campagne de relations publiques, un puzzle en 3D et une démonstration de force vieille de 3300 ans de Ramsès II lui-même. Et soyons réalistes. Si cet obélisque a pu nous cacher ses messages pendant aussi longtemps, qui peut dire qu'il nous a tout révélé? Alors prenez votre loupe, canalisez l'égyptologue qui sommeille en vous, et rappelez-vous, le véritable trésor, ce n'est ni l'or ni les bijoux, c'est l'histoire gravée dans la pierre. Profondément enfouie sous le sol écossais repose l'une des plus imposantes pierres néolithiques jamais découvertes. Si elle avait été laissée en surface, elle aurait sans doute attiré davantage de visiteurs que Stonehenge. Pourtant, un événement étrange survint. Après l'avoir mise au jour, les archéologues décidèrent de ne pas l'exposer. Ils l'enterrèrent plutôt de nouveau, définitivement. Quoi qu'ils aient ressenti, quoi qu'ils aient vu, cela a suffi à renfermer la pierre dans la terre. Mais pourquoi donc ? Je veux dire, nous savons que les peuples néolithiques gravaient et dessinaient des avertissements ainsi que des informations capitales sur la pierre. C'est pourquoi la pierre de Cochno suscita une telle fascination lors de sa première découverte. Tout débuta avec le révérend James Harvey, un pasteur local, qui tomba sur cette gigantesque dalle dans les années 1880, près de Clydebank, aux abords de Glasgow, en Écosse. La pierre était un grès classique, semblable à ceux que l'on trouve à Stonehenge. Mais c'était un grès lisse, idéal pour servir de toile. Lorsque Harvey découvrit la roche, elle était ornée d'anneaux tourbillonnants, de rainures profondes et d'étranges cupules. Il dut immédiatement percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. C'était un message datant de plusieurs millénaires. En réalité, il provenait directement de 3000 avant notre ère. Cochno signifie « petite coupe » en gaélique. Ceux qui la nommèrent décrivaient littéralement ce qu'ils observaient, des anneaux imbriqués les uns dans les autres. Ces gravures ont donné naissance à de nombreuses théories. Certains experts y voient les prémices d'un langage écrit, des codes abstraits antérieurs aux mots. D'autres estiment que la pierre constitue une carte céleste, permettant au peuple néolithique de suivre le soleil, la lune et les étoiles, à l'instar des pyramides de Gizeh, que certains considèrent étrangement alignées avec la constellation d'Orion. Les cupules et marques de la pierre de Cochno pourraient elles aussi s'aligner sur une constellation particulière. La théorie la plus étrange prétend que la pierre servait de portail. Un scientifique affirme que les autochtones pensaient que ces gravures indiquaient un lieu de renaissance. Un endroit où l'on s'enfoncerait dans la terre pour naître à nouveau, dans cette vie ou dans l'au-delà. Si c'était exact, cela expliquerait peut-être pourquoi ils la cachèrent, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Dans les années 30, un archéologue nommé Ludovic Mann entendit parler de la pierre et décida de s'y rendre. Cet homme eut une idée singulière. Il apporta de la peinture sur le site et en recouvrit les gravures. Pourtant, cette démarche insolite possédait un sens plus profond. Il cherchait littéralement à relier les points et à déterminer si la pierre pouvait servir de carte astronomique ancienne. Il pensait que ces gravures pourraient prédire les mouvements du soleil et de la lune, voire les éclipses. Certains affirment qu'en réalité, Mann commit un acte de vandalisme sur la dalle. Cela explique peut-être pourquoi, en 1965, les archéologues décidèrent de la réenterrer, ayant constaté des traces de graffiti et d'érosion climatique, jugeant qu'il valait mieux la préserver à l'abri sous la terre. La pierre de Cochno s'étend sur environ 13 mètres de long pour 7 mètres de large, soit presque la taille d'un autobus.
Ce qui distingue cette dalle des autres roches, c'est la netteté et la complexité de ses gravures. De nombreux spécialistes la considèrent comme l'un des exemples les plus aboutis de cet art préhistorique sur l'ensemble du continent européen. Les motifs qu'elle porte se retrouvent également dans divers sites néolithiques à travers l'Europe, tels que la Grèce, la France, l'Espagne ou l'Italie, et même au-delà, en Australie, tous partageant des marques similaires en forme de cupules et d'anneaux. Pour préciser, ce type d'art préhistorique est également connu sous le nom de pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des gravures réalisées par les hommes préhistoriques directement sur la surface des roches. Plutôt que d'utiliser de la peinture, ils ébréchaient, grattaient ou martelaient la pierre pour créer des images représentant animaux, symboles, spirales ou scènes de la vie quotidienne. Cependant, malgré toute l'attention portée, personne n'a jamais déchiffré le code de la pierre de Kochno. Pendant un temps, elle demeura tranquillement enfouie, jusqu'à ce qu'elle soit spectaculairement remise au jour en 2016. Je dis spectaculairement, car cette décision ébranla la communauté archéologique. Des chercheurs de l'université de Glasgow entreprirent alors de rouvrir le site pour étudier à nouveau la pierre. Mais cette fois, au lieu de l'exposer aux intempéries, ils recoururent à des drones et à un balayage tridimensionnel de haute technologie, capturant chaque sillon et chaque volute avec une précision époustouflante. L'équipe produisit une réplique numérique si fidèle qu'elle pouvait être étudiée sans jamais toucher l'original. Cette méthode novatrice permit d'espérer qu'un jour, la pierre de Kochno révélerait enfin ses secrets, ou du moins qu'elle nous aiderait à comprendre ce que les hommes du néolithique jugeaient digne d'être gravé dans la pierre et dissimulé sous terre. Mais cette résurrection numérique eut un prix. La pierre réelle, vulnérable après des siècles passés sous terre, dut être à nouveau enfouie, préservée des mains trop curieuses et, convenons-en, des pieds malodorants du monde moderne. Aujourd'hui, la pierre de Kochno repose une fois encore sous le sol écossais, patiemment. Il convient de préciser que, bien que les chercheurs n'aient pas encore déchiffré les symboles de cette pierre, ils savent une chose avec certitude. L'art rupestre néolithique constituait une forme puissante de communication et de spiritualité pour les communautés anciennes. Ces gravures étaient soigneusement exécutées sur des rochers dispersés à travers collines, pâturages et près des sources d'eau. Elles servaient sans doute à des fins pratiques, comme indiquer des lieux importants ou guider les déplacements saisonniers. Mais leur portée dépassait largement cet usage. Pour les peuples néolithiques, ces pierres gravées revêtaient un caractère profondément spirituel, établissant un lien avec les ancêtres, les forces de la nature et les paysages sacrés. Ces roches possédaient une signification au sein d'une relation plus vaste entre l'homme et son environnement. Elles contribuaient à transformer le paysage en une carte vivante, à la fois de la vie quotidienne et des croyances spirituelles. C'est sans doute pourquoi de telles gravures se retrouvent aux quatre coins du monde. À propos de rochers mystérieux, il faut évoquer ces pierres ornées de pétroglyphes qui chantent réellement. Permettez-moi de vous présenter les pétroglyphes de Kubgal, situés dans le district de Bellary, au Karnataka, en Inde. Ce site néolithique, ou de l'âge de pierre, fut découvert à la fin du XIXe siècle, perdu, puis redécouvert au début du XXIe siècle. Ces pétroglyphes furent gravés sur la surface sombre de la dolérite. Contrairement au grès tendre et malléable, la dolérite est une roche volcanique dure et sombre, formée par le refroidissement du magma. Cet art rupestre fascinant se concentre essentiellement sur le bétail, notamment la variété à longues cornes et à bosses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans la région. Il ne s'agit pas de simple gribouillage. Certains animaux sont représentés seuls, tandis que d'autres apparaissent dans des scènes d'affrontement, sont montés par des figures humanoïdes ou entourés de personnes armées d'arcs et de flèches, peut-être pour illustrer la chasse ou la capture. Outre les bovins et les humains, on distingue quelques animaux comme les éléphants, tigres ou cerfs, ainsi que certains symboles abstraits comme des points, des échelles ou des empreintes. Il n'y a cependant aucune scène narrative étendue. Kubgal se distingue par sa richesse visuelle et son importance, et il chante véritablement. Parmi ses traits les plus singuliers figurent les fameux tam-tams de roche. Il s'agit de blocs dotés de dépressions naturelles en forme de cupules, qui résonnent comme des cloches lorsqu'ils sont frappés avec de plus petites pierres, appelées percuteurs. Plutôt que d'émettre un simple coup sourd, le rocher produit un véritable son mélodieux, tel le xylophone de la Terre. Ce phénomène réel se retrouve également dans d'autres régions du monde. Ces roches musicales
émettent des sons métalliques résonnants, audibles sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des roches, frappées, n'émettent aucun son car elles absorbent l'énergie. Certaines, en revanche, généralement les plus dures, présentent une densité et une élasticité suffisantes pour vibrer lorsqu'elles sont heurtées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le son ne servait pas uniquement au divertissement. Pour beaucoup, il constituait un pont vers le divin. Ainsi, les chercheurs avancent que ces tam-tams de roche pouvaient être employés lors de cérémonies spirituelles et de rassemblements rituels. Vous avez sans doute entendu parler de la mythique Atlantide, mais saviez-vous qu'il existe une véritable Atlantide des sables ? En 1992, un groupe de chercheurs amateurs et d'archéologues s'est intéressé à une ville perdue nommée Ubar, censée se dissimuler dans les déserts d'Oman. Selon les légendes et les textes anciens, Ubar aurait disparu suite à la colère des dieux envers le souverain de la cité. Pendant des siècles, nul ne parvint à la retrouver, et elle devint davantage un mythe qu'une réalité. Cela dura jusqu'au moment où un duo improbable, un avocat et un cinéaste, s'allia à la NASA. Ils employèrent un système radar capable de percer les épais sables du désert et découvrirent d'anciennes voies de commerciales, compactées par le passage de milliers de chameaux. Imaginez l'odeur. Cette piste les mena aux vestiges d'Ubar, un centre florissant du commerce de l'encens il y a 5000 ans. Substance jadis aussi précieuse que l'or. Ces données furent suffisantes pour engager des explorations sur le terrain. Plus de 40 volontaires retirèrent 200 tonnes de sable du site. Ils découvrirent un ensemble imposant, bien qu'il ne ressemblât guère à une ville. Autrefois, la plupart des Arabes de la région ne vivaient pas dans des maisons au sens traditionnel, mais dans des tentes ouvertes sur les côtés, laissant circuler la brise rafraîchissante. Cependant, au centre de cette ville de tentes se dressait une forteresse, la demeure du roi. La forteresse mise au jour était entourée de 8 murs, chacun d'un demi-mètre d'épaisseur, de 3 mètres de hauteur et d'environ 18 mètres de longueur. À chaque angle se trouvait une tour, d'environ 3 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, exactement comme le décrivaient les anciens textes religieux. Ce que le roi, bâtisseur de ce lieu, ignorait, c'est qu'il avait érigé sa forteresse imprenable sur une caverne de calcaire hautement corrosive. Avec le temps, la couche de terre qui recouvrait la forteresse céda, formant un gouffre qui l'engloutit entièrement. De tels gouffres apparaissent lorsque l'eau souterraine érode le substrat rocheux, rendant le sol instable et fragile. Installer une cité au-dessus de cela n'était assurément pas recommandé. Un beau jour, tout s'effondra subitement, et nous n'en avons pris connaissance que récemment. Aïe! Santorin est célèbre pour ses panoramas saisissants et ses escapades romantiques, mais elle abrite également l'un des sites archéologiques les plus fascinants du monde, l'ancienne cité d'Akrotiri. Remontant à plus de 6 ou 7 000 ans, Akrotiri constituait un centre majeur de l'âge du bronze, jusqu'à ce qu'elle soit anéantie par une éruption volcanique. Tout changea pour la ville au XVIe siècle avant notre ère, lorsqu'une série de tremblements de terre la secoua. La cité resta ensevelie sous les cendres volcaniques, à l'instar de Pompéi. La date exacte de l'éruption demeure discutée, bien que certains indices apparaissent dans les motifs de croissance inhabituelle des arbres, datant d'années telles que 587 et 1160 avant notre ère. Il semble que les habitants aient rapidement emballé leurs affaires et quitté la ville, ce qui fut fort judicieux, car survint ensuite l'une des plus puissantes éruptions volcaniques des 4 derniers millénaires. Les cendres furent si épaisses que la cité resta cachée pendant des milliers d'années. La civilisation d'Akrotiri était célèbre pour son architecture monumentale et son art remarquable, parfois considérée comme la première civilisation d'Europe. Elle prospéra durant l'âge du bronze, son essor étant étroitement lié au commerce du cuivre. Cette société connut plus de 5 siècles de richesse et de prospérité. Son expansion fut telle que ses villes possédaient des systèmes de drainage élaborés, et ses habitants produisèrent une poterie de grande qualité, comme le révélèrent les fouilles ultérieures. Avançons jusqu'en 1867, lorsque des habitants commencèrent à découvrir des artefacts anciens de cette civilisation dans une carrière. Ces découvertes attirèrent d'abord l'attention d'un géologue français, qui entreprit les premières fouilles. Ce n'est toutefois qu'au cours des excavations modernes que l'ampleur réelle de la cité disparue fut révélée. En creusant plus profondément, les archéologues mirent au jour une implantation sophistiquée.
Akrotiri constituait un carrefour commercial essentiel entre la Crète et Chypre, avec des traces de cuivre, de poterie et de rues pavées. La cité était animée et organisée, jusqu'à ce qu'un volcan dévastateur ne la raye de la carte. Ce qui subsiste aujourd'hui constitue des vestiges impressionnants de leur culture, notamment des fresques parfaitement conservées. Ces peintures, réalisées à l'aide de pigments minéraux, illustrent des scènes de la vie quotidienne, flottilles de bateaux, fleurs écloses et oiseaux en plein vol. De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou est mondialement renommé pour les majestueuses ruines de Machu Picchu. Mais il recèle un chapitre moins connu et profondément tragique de son histoire: la destruction de la ville de Yungay. En 1970, un mouvement apparemment mineur d'une plaque tectonique provoqua un séisme d'une magnitude de 7,9, engendrant une dévastation que peu auraient pu imaginer. C'était un paisible après-midi dominical, lorsque les régions d'Ancash et de la Libertad furent secouées par le tremblement de terre. L'épicentre se situait à environ 56 km au large, là où la plaque de Nazca s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Le séisme affecta une étendue d'environ 83 000 km², soit plus grand que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Les secousses furent si puissantes qu'elles se firent ressentir jusqu'au centre et à l'ouest du Brésil, à une distance considérable. Bien que de nombreuses localités aient subi les effets du tremblement de terre, Yungay fut la plus durement touchée. Le majestueux mont Huascarán, dominant la ville, devint funeste lorsque le séisme déclencha une avalanche gigantesque. Une masse de glace et de roches, large de 920 mètres et longue de 1600 mètres, dévala la montagne à plus de 160 km/h, entraînant boue, pierres et débris, et anéantissant tout sur son passage. En l'espace de quelques minutes, l'avalanche parcourut plus de 20 km et ensevelit Yungay sous des tonnes de neige et de boue. Plus de 25 000 personnes périrent dans cette tragédie, laissant la cité quasiment entièrement recouverte. Les autorités péruviennes ont depuis déclaré ce lieu zone de deuil national, interdisant toute fouille par respect pour les victimes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que quelques survivants parvinrent à se réfugier dans un abri voisin situé sur une petite colline. Certains affirment même que le destin de la ville avait été prédit des années auparavant par un prêtre qui mettait en garde contre la vie à l'ombre d'une montagne si instable. Bien qu'aucune preuve ne puisse confirmer ces dires, ils demeurent ancrés dans la légende locale. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette ville américaine repose désormais au fond du lac Shasta. Ce qui importe surtout, c'est de comprendre comment elle s'y est retrouvée. Autrefois, la cité de Kennett, en Californie, comptait 40 saloons, plusieurs dizaines de commerces, un hôtel, un hôpital, une école et un opéra. Aujourd'hui, elle repose à environ 120 mètres sous la surface de l'eau. À l'origine, la ville de Kennett était une communauté minière. Elle attira l'attention en 1852 lorsqu'il fut annoncé que de l'or avait été découvert dans la région. Sa proximité avec le chemin de fer Southern Pacific en fit un lieu prisé par les hommes d'affaires, les cheminots et les milliers de mineurs travaillant dans les sites d'extraction environnants. À son apogée, la ville comptait environ 10 000 habitants. La ville sembla croître trop rapidement, et son économie ne put suivre ce rythme effréné. En 1923, la plus grande mine de Kennett ferma définitivement, fournissant aux autorités le prétexte dont elles avaient besoin. Elles envisagèrent alors la construction d'un barrage dans la région voisine et, en 1935, entamèrent les travaux du barrage de Shasta. Lorsque le lac Shasta commença à se remplir en 1940, l'hôtel et le saloon de l'ancienne ville demeuraient encore debout. Aujourd'hui, toutes les structures restantes reposent dans la partie la plus profonde du lac. Fait des plus surprenants, lors d'une récente sécheresse en Californie, certaines zones de la ville englouties commencèrent à réapparaître. Après presque un siècle sous les eaux, d'anciens ponts, viaducs ferroviaires, tunnels et fondations de la cité émergèrent progressivement des profondeurs boueuses du lac. Stupéfiant, n'est-ce pas? En Colombie, des gens ont vu un petit objet rond flotter dans le ciel, puis tomber par terre. Ils l'ont filmé et ensuite ramassé. Il s'agissait d'une étrange sphère métallique. Il n'y avait ni turbine, ni hélice dessus. Des choses courantes pour les drones. De plus, selon les témoins, la sphère était froide une fois tombée au sol. Elle ne pesait que 2 kg, soit 2 fois moins qu'une boule de bowling. Mais le plus curieux,
C'était ce qui était inscrit dessus. Des symboles inconnus similaires à des runes et aux écrits des anciennes civilisations, comme ceux de Mésopotamie. Avec l'aide de l'IA, un chercheur a réussi à déchiffrer l'inscription mystérieuse, et voici ce qu'elle disait. L'origine de la naissance par union et énergie dans le cycle de transformation, point de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience individuelle. Quoi? C'est vraiment super philosophique et même ésotérique. Qu'en pensez-vous? Bien, l'inscription est plus ou moins claire. Mais qu'en est-il de la composition de la sphère? Quelle est son origine? Sa conception diffère des méthodes de production standard. Elle ne possède ni soudure, ni joint. En utilisant des rayons X, les scientifiques ont toutefois pu voir à l'intérieur. Et il s'est avéré qu'elle était constituée de 3 couches et contenait entre 9 et 18 microsphères, ceci selon différentes sources. Toutes se trouvaient autour d'un noyau. Évidemment, beaucoup de gens ont commencé à affirmer qu'il s'agissait d'une sorte de technologie inconnue provenant d'une autre planète. Comment cette chose flottait-elle ainsi et pourquoi était-elle si froide? Un mystère. Mais s'il s'agissait réellement d'un objet venu de l'espace, alors le monde entier en parlerait déjà. Cette sphère avait tout d'un objet d'art ou de quelque chose de ce genre. Et puis le fait qu'elle lévitait et aussi ce message chiffré, tout cela ressemblait de très près à une performance. C'est d'ailleurs l'avis de la plupart des internautes. Quel serait, selon vous, le but de ce projet? Peut-être que l'artiste voulait démontrer à quel point il est facile de faire croire des choses extraordinaires aux gens. Autre hypothèse. Si vous lisez attentivement les mots déchiffrés, vous pouvez les comprendre comme un message philosophique nous encourageant à cesser de détruire la planète et affirmant que le progrès et la nature doivent s'unir. Mais comment faisait-elle pour voler? Peut-être que l'artiste ou quelqu'un d'autre a dessiné une sphère volante sur un ordinateur et l'a ajoutée à la vidéo enregistrée, puis l'a lancée par terre. Pour être honnête, cette sphère colombienne n'est pas aussi fascinante que ces billes que l'on a trouvées dans une roche vieille de 3 milliards d'années. Cela s'est produit en Afrique du Sud dans les années 80. Des sphères mystérieuses similaires à de petites balles de cricket et qu'on appelle des sphères de Klerksdorp. Elles ont une surface lisse parcourue de minuscules lignes gravées. Elles ressemblent à des objets créés par un homme des cavernes. Le seul hic, c'est qu'il y a 3 milliards d'années, il n'y avait pas d'humains. Il n'y avait même pas de dinosaures. Alors, qui ou quoi a créé ces choses? De nombreux pseudo-scientifiques affirment que ces sphères ont été fabriquées par des civilisations extraterrestres. Un employé du musée où elles étaient conservées a même déclaré qu'elles tournaient toutes seules. Comment cela est-il possible? Une analyse approfondie a révélé la vérité. La réponse est simple. C'est la nature qui a créé ces billes. On appelle cela des concrétions, et on en trouve un peu partout dans le monde. Ces petites sphères sont composées de divers minéraux et de roches. Mais comment la nature les crée-t-elle? Il y a un grain de sable à l'intérieur de la pierre. Pendant des millions et des milliards d'années, de l'eau contenant des minéraux enveloppe ce grain par couche. Et peu à peu, une petite boule se forme. Ces lignes sont les traces de la pierre à l'intérieur de laquelle la sphère a grandi. Mais tournait-elle vraiment dans le musée? Là aussi, la réponse est simple. Les objets ronds se meuvent à la moindre poussée. Non loin de l'endroit où se trouve le musée, des ouvriers extrayant de l'or. Leur travail faisait probablement trembler la terre de manière imperceptible, et ce tremblement faisait bouger les sphères. Donc, rien d'étrange ici. Mais imaginez si ces sphères non seulement se déplaçaient, mais émettaient également un bruit étrange. Heureusement, il n'y avait rien de tel dans ce musée. Mais quelque chose de similaire s'est produit à Jacksonville. Une grande sphère métallique, de la taille d'une boule de bowling, est devenue l'un des objets les plus célèbres du monde, lorsque la famille Betts l'a découverte dans la forêt de Fort George Island en 1974. Jerry, Antoine et leur fils de 21 ans, Terry, se promenaient dans les bois autour de leur propriété privée lorsque Terry est tombé sur une mystérieuse sphère en métal. Il s'est dit que ça lui ferait un souvenir, alors il l'a emportée. L'étrange artefact est ensuite resté dans la maison comme un simple objet de décoration. Personne n'y prêtait plus attention, jusqu'au moment où Terry a commencé à jouer de la guitare. Alors, la sphère s'est mise à rouler toute seule. Ou pas, vous le découvrirez plus tard. Elle a changé de direction, puis s'est arrêtée, et ensuite, elle s'est mise à vibrer et à produire un son aigu
qui a fait gémir les chiens de la maison. Les membres de la famille se sont dit qu'il s'agissait de quelque chose de très bizarre. L'une des premières personnes à qui la famille Betts a raconté cette histoire était un animateur de radio passionné de mystère. Il convient de noter que dans les années 70, le sujet des civilisations extraterrestres était très populaire. Ainsi, la sphère de Betts est rapidement devenue très célèbre. L'animateur de radio a confirmé qu'elle se comportait de manière très étrange. Cela a ensuite été confirmé par une autre personne. Après ça, la famille a commencé à inviter des journalistes chez elle. La légende de la sphère de Betts s'est répandue partout à Jacksonville et, bientôt, à travers le pays entier. Les journaux parlaient de l'origine extraterrestre de la sphère. Les journalistes interviewaient les membres de la famille. Les gens étaient absolument passionnés par toute cette histoire. Bien sûr, les autorités du pays ont elles aussi fini par en entendre parler. La marine américaine a décidé d'examiner de près la sphère de Betts pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une technologie leur appartenant. Il pouvait en effet s'agir d'une invention secrète tombée accidentellement d'un avion et qui avait fini entre les mains de cette famille. Heureusement, cette théorie s'est avérée fausse. Ils ont analysé la sphère et découvert qu'elle était faite en acier inoxydable. Mais ils n'ont pas réussi à identifier son créateur. Cependant, ils avaient une certitude. Elle avait été fabriquée sur Terre. C'est un petit éclat sur sa surface autrement lisse qui avait causé son mouvement erratique et apparemment autonome. Dans un objet parfaitement équilibré, même un minuscule défaut peut provoquer un tel mouvement. En outre, la maison était construite de manière inégale. Le moindre contact faisait bouger la sphère dans un sens et dans l'autre. La marine américaine a rapidement révélé l'origine réelle de cet objet mystérieux. C'était une grosse bille qui servait de valve dans le système de tuyauterie d'une usine chimique. Quelque temps plus tard, on a entendu dire qu'une autre sphère similaire avait été trouvée, et il s'est avéré qu'elle faisait partie d'une valve utilisée dans une papeterie. Au fil du temps, d'autres détails ont fait surface. Un artiste du Nouveau-Mexique collectait divers types de ferraille pour créer des sculptures. Il a raconté aux journalistes qu'il avait, en 1971, chargé une vanne à billes sur le toit de son bus avant de traverser la région de Jacksonville. Quelques billes étaient tombées. Peut-être que l'une d'elles avait roulé dans les bois, là où l'avait trouvé Terry Betts. Voilà toute l'histoire. Pas de magie, ni de technologie extraterrestre. Mais malgré ces révélations, la sphère de Betts restait très célèbre. Le téléphone de la famille sonnait 24 heures sur 24. Des journalistes venaient sur leur propriété pour voir l'étrange objet. Bien sûr, les Betts se sont vite fatigués d'une telle popularité. Répéter sans cesse aux reporters les mêmes choses à propos de cette sphère commençait à être pénible. Alors, un jour, ils ont tout simplement décidé d'arrêter d'en parler. Lors d'une interview, Jerry Betts a déclaré que toute cette publicité les avait rendus très anxieux. Il ne voulait plus être mêlé aux enquêtes liées à cette sphère, et son origine n'a jamais pu être démontrée. Mais, ainsi que vous venez de l'entendre, plusieurs théories assez convaincantes avaient été avancées. Il était une fois un phare si haut qu'on pouvait apercevoir son faisceau à 48 km de distance. Une tour mystérieuse qui était le symbole de la richesse et du génie de l'ingénierie. Faite de pierres si gigantesques et lourdes qu'elles nous laissent encore sans voix. Comment ont-ils fait ça? Elle a survécu à plusieurs tremblements de terre consécutifs jusqu'à s'effondrer au XIVe siècle. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues viennent de remonter 22 de ces blocs colossaux des fonds marins. Ils sont en train de reconstituer la tour pour que nous puissions à nouveau l'admirer et l'explorer. Mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Le phare d'Alexandrie n'était pas un phare parmi d'autres. C'était le phare des civilisations anciennes. L'une des merveilles du monde les plus durables. Construit vers 280 avant notre ère sur une petite île appelée Pharos, il culminait à environ 100 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est plus haut que la Statue de la Liberté, ou Big Ben. Toutefois, gardez à l'esprit qu'elle fut construite avant l'invention de la grue, de la poutre en acier et des amateurs de musculation. Et cela devient époustouflant. Pour les marins, apercevoir cette tour scintillante, c'était comme de voir enfin le panneau de sortie après des heures de conduite sur l'autoroute la plus dangereuse du monde. Le phare était un soulagement pour leurs yeux fatigués, car la légende dit que les eaux autour de Pharos étaient difficiles, pleines de récifs cachés extrêmement dangereux pour les navires. D'anciennes sources prétendent que sa construction a nécessité environ 12 ans, avec un coût avoisinant les 800 talents d'argent athéniens.
une unité de poids antique proche de 26 kg. Cela signifie que quelqu'un a dû transporter des coffres contenant 23 tonnes de pièces de monnaie pour régler la note. Sans chariot élévateur, très probablement à travers la mer. Incroyable. Le phare était tellement impressionnant que le mot « pharos » a fini par être utilisé pour désigner les phares dans tout un tas de langues. Sa structure suivait un design à 3 étages. Elle était carrée à la base, octogonale au milieu et cylindrique au sommet. Tout en haut, il y avait une statue, vraisemblablement de Zeus ou de Poséidon. L'extérieur du phare en calcaire blanc avait été poli avec un enduit attrape-soleil, de sorte qu'il brillait comme un phare même sans feu. La nuit, la situation changeait. Le bois était difficile à trouver en Égypte, donc le feu pouvait être alimenté par des fagots de racines de papyrus, voire de la naphte pour une flamme plus vive. Quel que soit le combustible, sa lueur était amplifiée par un miroir massif en bronze poli. Les miroirs en bronze étaient assez courants à l'époque. Ce n'est qu'à la Renaissance, bien après que le pharos se soit effondré, que les miroirs recouverts de verre sont devenus la norme dans les phares européens. Pendant la journée, ce même miroir pouvait réfléchir la lumière du soleil, et la silhouette blanche éclatante de la tour, ainsi que la fumée s'élevant de son feu, aidaient les marins à trouver leur chemin. Alexandrie était l'un des ports les plus fréquentés du monde ancien, rempli de marchands, de voyageurs et de messagers, et son phare était son monument emblématique. Anecdote amusante. Si vous êtes fan de l'univers de Game of Thrones, vous avez certainement pensé à la Hightower de Villevieille. Certains fans spéculent que non seulement le phare fictif, mais la ville elle-même proviennent, par inspiration, d'Alexandrie. Et l'amour de George R.R. Martin pour les merveilles anciennes ne s'arrête pas là. Il y a aussi le titan de Braavos. L'auteur bien-aimé a confirmé le parallèle intentionnel avec le monumental colosse de Rhodes. Pendant plus de 1600 ans, le phare s'est dressé fièrement face au temps, aux tempêtes, aux guerres et aux intrigues, tout comme dans Game of Thrones. Mais il a finalement été défait par la nature elle-même. Malheureusement, une série de grands tremblements de terre, au cours du XIVe siècle, ont eu raison de lui, éparpillant ses pierres massives sur le fond marin. Pendant plus de 5 siècles, les vestiges du phare sont restés là, sous les vagues, le tout se transformant essentiellement en un jardin de pierres submergées. Les plongeurs le savaient, mais remonter des blocs de 60 tonnes est un travail de super-héros. Ou alors il faut une grue surpuissante. Et jusqu'à récemment, il était beaucoup plus sûr de laisser ces blocs là où ils étaient. Alexandrie est, encore aujourd'hui, un port animé, et n'est pas ce qu'on appelle un endroit très propice à l'archéologie délicate. Dans les années 1990, des archéologues ont commencé à cartographier toute la zone autour de l'île de Pharos. Ils ont trouvé des blocs de calcaire et de granit taillés avec précision, certains montrant encore des bords sculptés. Au fil du temps, plus de 100 pièces massives ont été cataloguées, y compris des morceaux de colonnes, de statues et de gigantesques blocs de construction qui ne pouvaient provenir que du phare. Finalement, en 2025, des équipes égyptiennes et françaises se sont associées et ont amené une super grue et une équipe de plongeurs. Lors d'une opération méticuleusement planifiée, ils ont remonté 22 dalles géantes du fond marin. Il y avait des éléments tels que des linteaux de porte, des dalles de seuil et un pylône mystérieux, supposé être une sorte de monument. Certains de ces blocs pèsent entre 70 et 80 tonnes, ce qui équivaut au poids de 20 éléphants africains. Ces énormes blocs de pierre sont sur la terre ferme pour la première fois depuis plus de 600 ans. Mais que va-t-il se passer maintenant? Les chercheurs s'apprêtent-ils vraiment à reconstruire le phare comme un gigantesque modèle Lego? Pas tout à fait. On ne peut pas simplement empiler des blocs vieux de plusieurs siècles comme ça. Pour commencer, personne n'est sûr à 100% de l'apparence exacte du phare d'Alexandrie. Oui, nous avons des dessins et des indices, notamment de petites images gravées sur des pièces romaines d'Alexandrie. Mais elles ressemblent plus à des croquis rapides d'artistes qu'à des plans détaillés. Impossible donc de s'en servir comme modèle. Et puis il y a le problème des pièces manquantes. Ces pierres récupérées ne représentent qu'une fraction de la structure originale. Au fil des siècles, une grande partie des matériaux du phare a été réutilisée. En fait, l'endroit où se dressait autrefois le phare abrite désormais la citadelle de Qaitbay, une forteresse construite directement sur ses anciennes fondations. Le fort n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi une attraction touristique et un repère alexandrin bien reconnaissable. Donc, non, Alexandrie ne va pas retrouver sa tour légendaire, du moins pas de cette manière.
Au lieu de cela, ces pierres nouvellement récupérées sont destinées au laboratoire de conservation pour être étudiées. Des spécialistes vont nettoyer, stabiliser et documenter chaque rainure sculptée et chaque marque de burin. Plus tard, elles iront probablement dans un musée. Après tout, cela fait partie du trésor national. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons encore la technologie de notre côté et celle-ci nous promet de recréer un phare entièrement explorable, exactement comme il était il y a des siècles. Cette entreprise incroyable porte le nom de Projet Pharos, et sa mission est de transformer ces énormes pierres transportées, linteaux, seuils, dalles de base, et même le mystérieux pylône, en un jumeau numérique complet et visitable du phare d'Alexandrie. Chaque pièce bénéficie d'un scanner 3D haute résolution, rejoignant plus de 100 fragments déjà enregistrés sous l'eau. Le but n'est donc pas uniquement la recherche scientifique. Le projet Pharos vise à redonner au phare son aspect et son ambiance d'origine et à le transformer en musée. Les structures de 100 mètres de haut ont souvent beaucoup d'escaliers, mais la réalité virtuelle est, par chance, bien moins éprouvante pour mes pauvres vieux pieds. Les visiteurs du musée pourront se promener autour de sa base en réalité augmentée, tandis que les chercheurs pourront utiliser le modèle pour tester de nouvelles théories sur sa structure et sa fonction. Espérons que nous pourrons personnaliser notre propre atmosphère, tamiser les lumières et examiner les murs comme dans un jeu vidéo. Je me demande s'ils y mettront aussi des pigeons et des goélands pour le rendre encore plus authentique. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails, mais l'ensemble est en train d'être documenté et sera présenté dans un film très informatif. Bien que nous n'ayons pas de cabine pour voyager dans le temps, des designers talentueux peuvent nous faire retrouver le passé le plus enfoui. Ils ont simplement besoin d'un concept efficace. Certes, de nos jours, vous pouvez presque tout recréer en 3D, mais l'essentiel ici est l'authenticité. Remettre tout à sa place d'origine. Et c'est bien ce que le projet Pharos souhaite réaliser. Peut-être qu'un jour, toutes les merveilles du monde antique finiront par être recréées de manière similaire, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Le tourisme virtuel peut faire gagner du temps et de l'argent. Bien que rien ne puisse remplacer une expérience réelle, visiter des lieux authentiques recréés en réalité virtuelle pourrait être une très bonne solution pour le tourisme de masse. Les habitants sont déjà enthousiastes. La citadelle de Qaitbay attire déjà des gens, mais désormais, Alexandrie s'apprête à accueillir sa première attraction touristique numérique. Bientôt, quiconque possédant un casque VR pourra se tenir au sommet de cette merveille historique, plisser les yeux en regardant le coucher du soleil et enfin répondre à cette question brûlante. Est-il possible de s'épuiser en montant des escaliers virtuels? Et pourquoi pas aussi personnaliser la bande sonore? Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds.
Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional, Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues
ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient, probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés triliths, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire.